C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. À Canalem, épisode 129 du 9 février 2026. Au programme aujourd'hui, le tout premier symposium québécois sur les aînés LGBTQIA+. La solitude, un enjeu de santé dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Comment l'IVAC soutient les victimes d'actes criminels dans une optique queer. Et enfin, on parle voyage, les risques et précautions à prendre aux États-Unis et dans tous les pays qui sont dans la mire de l'administration Trump et de la répression anti-trans et anti-queer. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Actualité. On parle souvent de la jeunesse de LGBTQIA+, mais qu'en est-il de ceux, celles et celles qui ont ouvert la voie? La Fondation Émergence organise le tout premier symposium au Québec consacré exclusivement aux réalités des aînés de la diversité sexuelle et de genre. Pour nous présenter cet événement historique, je reçois Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Laurent, bienvenue à l'émission, à nouveau, parce que tu es un invité chouchou, on te reçoit souvent. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, Louise Deschâtelet animera la journée. Elle parle d'un sentiment d'urgence face à la montée de l'obscurantisme. En fait, on en parle tout le temps à l'émission, mais on n'a pas le choix. Est-ce que ce climat a motivé la création de ce symposium? En fait, oui et non. OK. Donc, non dans le sens que le programme Pour que vieillir soit gay, c'est un programme qui existe depuis 2009. Donc, c'est un des premiers programmes, j'oserais dire, au monde, oui, sur les réalités aînées LGBTQ+. Et ça fait longtemps que la Fondation travaille sur ces thèmes-là. Donc, pour nous, le symposium est une nouvelle étape, mais qui s'inscrit dans la continuité. Oui, dans le sens qu'on sent le besoin de faire un état des lieux, d'où le but de ce symposium-là. Donc, depuis 2009, on déploie le programme. On a vu des évolutions. On a vu des belles choses qui se sont réalisées. On est très fiers du parcours qui a été parcouru. Mais on sent qu'on est dans un nouveau cycle où on a besoin de se poser avec des experts, des intervenants communautaires, etc. pour faire « OK, où est-ce qu'on en est pour nos générations aînées? » J'allais dire le cycle orange, mais on va éviter les blagues. Pourquoi était-il impératif d'organiser ce premier symposium aujourd'hui en 2026? On doit remercier en fait le gouvernement du Québec qui nous a octroyé des fonds jusqu'en 2029. Là. Donc oui, c'est un gros montant, mais réparti sur 5 ans. Qui nous permet vraiment de sensibiliser l'ensemble des milieux aînés partout au Québec. Et comme on était encore au début, on est à la 2e année, en fait, de ce projet-là. L'idée, je reviens sur ce que je disais, en fait, sur un état des lieux pour bien démarrer, en fait, le programme Pour que vieillir soit gay jusqu'en 2029. Donc, on a plusieurs thèmes qu'on va aborder, comme les besoins, les réalités, une nouvelle recension des écrits aussi qu'on va présenter sur le sujet. On a un sondage Léger Marketing avec des statistiques qui vont être fort intéressantes. Léger Marketing sera là pour le présenter. Donc, on ne peut pas avoir de petites primeurs ici, hein? Ah, ben, ce que je peux vous dire... je m'essaye tout le temps. Ben, juste pour toi, en fait. OK, parfait. Personne, on ne va pas le dire à personne, promis. Non, exactement. Mais en fait, c'est sûr que c'est un sondage où on a tenté de cibler le plus possible les résidents et résidentes, les visiteurs qui vont dans les milieux aînés. Donc, on a à peu près 786 répondants. Et sur ces 786 répondants, 42% des répondants affirment avoir entendu des propos négatifs ou des préjugés envers les personnes LGBTQ+ dans ces milieux. Oh, okay. Donc, on dit souvent que ces réalités-là dans les milieux aînés sont juste pas abordées, mais la réalité, c'est que oui, mais souvent d'une manière négative. Donc, on a un travail à faire pour que ça soit plutôt d'une manière positive.
C'est intéressant quand on entend qu'il y a un projet là, à San Francisco d'une construction d'une résidence personnes âgées, quand même, on n'est pas encore rendu là au Québec. Hein? On n'est pas encore rendu là. On n'est pas du tout à la Fondation là, fermé à ce qu'il y ait des résidences pour personnes aînées LGBTQ+. Il y a un exemple, par contre, sur la rue Folum, où il y a une association avec aînés et retraités de la communauté. Par contre, nous, notre travail, c'est vraiment de rendre tous les milieux inclusifs parce qu'il faut se rappeler que les personnes aînées LGBTQ+, sont déjà dans ces milieux-là. C'est juste qu'on ne les voit pas. Parce qu'il y a comme un retour dans le placard parfois. Exactement. Donc, vous savez, quand on vieillit de manière autonome, en forme, avec une liberté financière et tout ça, on a une certaine liberté puis une certaine puissance sur sa vie. Donc, c'est plus facile de se défendre contre des propos homophobes et tout ça. Par contre, quand on tombe dans la sphère de perte d'autonomie, où on est pris en soin par des intervenantes, des intervenants, c'est là qu'à un moment donné, l'évaluation du risque est plus importante. Est-ce que c'est plus risqué de faire mon coming out? Est-ce que la personne qui prend soin de moi va vraiment comprendre ma réalité, va être ouverte ou il y aura un malaise? Donc, c'est en ce sens-là souvent qu'il y a un retour dans le placard rendu au 3e âge, ce qui est très triste. Il y a une différence générationnelle. Je ne sais pas si... parce que je me rappelle jamais de quel âge que tu as, mais moi, j'ai vécu ça. Une époque où on était criminalisé. Peut-être, c'était en 69, en tout cas en 90. Moi, j'ai été malade mental jusqu'aux années 90. Hein? Je ne sais pas si tu étais au monde dans ce temps-là, mais... je venais de naître. Ça faisait quelques années déjà, quand même. C'est quand même... Il y a des gens qui n'ont pas vécu ça, mais ceux qui ont vécu ça, et souvent, c'est difficile pour eux rendu à une certaine époque, quand ils sont dans des résidences, hein, de vivre ça. Oui, exactement. Donc, dans nos formations, on rappelle souvent les 4 grands stigmates que nos communautés aînées ont connus. Là. Donc, tu en as énuméré une, qui est la pathologisation médicale. Mm-hmm. On pourrait ajouter la criminalisation de l'homosexualité jusqu'en 69. Donc, les gens qui sont nés avant, qui ont grandi à l'âge adulte, tout ça, ont été considérés comme des criminels. Là. Puis la répression policière qui a continué même après la décriminalisation. Absolument. Les gens qui sont allés voir Corps fantôme, là, la pièce de théâtre, c'était une belle manière de se projeter un peu dans cet univers-là et tout ça. Ajoutons à cela la communauté religieuse, le rejet, l'excommunion, donc le fait de considérer l'homosexualité comme un péché. Bon, aujourd'hui, l'Église considère l'acte homosexuel comme un péché, pas le fait d'être homosexuel. Bon, ça va me dire, c'est un peu étonnant qu'il y a plein de prêtres qui ne sont pas dans ce cas. Ah, on va les faire, oui. Puis j'ajouterais la stigmatisation sociale, qui est juste, en fait, le poids du passé, les images négatives, les préjugés, les mots... Vous savez, quand je donnais des cours au cégep comme stagiaire, je commençais mon cours en séparant le tableau en 2, puis je disais aux étudiants, écrivez toutes les insultes homophobes et transphobes que vous connaissez. T'sais. Là, ils remplissaient le tableau. Au début, ils étaient gênés. Hein? Puis au bout de 15 minutes, ça se laissait aller. Ensuite, je disais, écrivez toutes les insultes envers les hétérosexuels que vous connaissez. Puis là, ils ne sont pas capables d'en sortir. L'idée de l'exercice, c'était de montrer comment le langage ici, qui est un stigmate social, là, traduit un rapport de domination. L'exercice intéressant, ça. Qu'est-ce qu'un milieu de vie réellement sécuritaire là, pour une personne aînée de nos communautés? Oui, très bonne question. Je pense que le but, c'est d'avoir un milieu où on peut être soi-même. On ne veut pas forcer les personnes aînées LGBTQ+, à faire leur coming out. Il faut respecter ça. Il y en a qui seront dans le placard toute leur vie puis qui vont le rester jusqu'à la fin de leur vie. C'est leur choix. Ce qu'on veut leur permettre, c'est d'avoir le choix de le dire, puis d'avoir un accueil, de s'assurer que ça se passe bien, que les professionnels ont les bonnes pratiques inclusives, que le milieu soit accueillant, tout ça. Donc, c'est principalement ça que je dirais. Par contre, le défi, c'est que souvent, les milieux, c'est pas qu'ils sont homophobes comme tels, mais c'est parce qu'ils sont dans une neutralité où on se dit « Ah, l'homosexualité, ça, c'est dans le privé. Ça, c'est dans la chambre à coucher. » Mais dans les faits, être homosexuel, il y a une identité aussi autour, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Là. C'est nos amis, c'est... souvent, ces générations-là qui ont été out n'ont pas nécessairement eu d'enfants, parce que le mariage n'existait pas, l'union civile, le droit à l'affiliation, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est des générations qui faut respecter où elles sont aujourd'hui, mais c'est de s'assurer que si elles le souhaitent
pouvoir faire leur coming out, mais au moins que les milieux aient démontré déjà de l'ouverture, que ce soit en mettant un drapeau, en énonçant des politiques, en permettant la formation pour que vieillir soit gay. On n'est pas méchants, absolument, ça se passe très bien. Bien, c'est justement parce qu'il y a plusieurs intersectionnalités. C'est un terme que certaines personnes ne veulent pas entendre, mais c'est vraiment une réalité parce qu'on aborde aussi la réalité des personnes vieillissantes trans, racisées, vivant avec un handicap. Comment éviter, là, parce que one size fits all. Ah oui, ben ça se passe dans la vie privée. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont aussi, on va se le dire, qui sont un peu plus exubérantes, pour pas dire le mot, des folles. Puis il n'y a rien de mal à être folle, on s'entend. Alors comment on amène tout ça dans un symposium, puis comment on s'assure que le vieillissement ne mette pas ces gens-là dans une situation précaire? Oui, absolument, mais c'est tout un défi. Hein? Il y a tellement de diversité, puis tu sais, on oublie que les générations aînées sont pas mal les plus nombreuses, finalement, en termes démographiques. Donc, il y a plus d'aînés LGBTQ+, que de jeunes. Mais pourtant, ils sont quand même assez invisibles à la base. Puis en plus, quand on ajoute toutes les intersections, c'est sûr que là, il y a une plus grande invisibilité. Donc nous, comment qu'on essaie de s'assurer de faire l'ensemble du panorama de la diversité? Ça va être par une présentation des écrits actuels de la recherche qui va spécifier les différentes réalités, les différentes identités. On a Céleste Pagne de l'Université Montréal en Alberta, qui sera malheureusement pas en personne, mais en ligne, qui va parler des réalités aînées trans. On a Diane Labelle pour la bispiritualité aînée, qui est tellement intéressante, Diane. On va aller aussi, on a un partenaire français, donc Stéphane Sauvé, les Audacieuses, qui vont venir nous parler en France, comment ça se passe, puis qui ont comme un programme similaire au nôtre de Pour que vieillir soit gay. Puis notre cher Denis Cormier-Piché qui va nous parler aussi des réalités en lien avec le VIH. Donc ça s'annonce pour être pas mal diversifié en termes de sujets. L'isolement social, ça souvent c'est aussi masqué chez les personnes aînées gays ou queer. Quelle solution le symposium ou qu'est-ce qu'on peut préconiser comme solution? Je ne veux pas devancer les pistes de solutions. Je pose des questions sur des affaires qu'on ne sait pas tout de suite, on ne devrait pas le dire. Oui. Bien, ce que je peux te dire, par contre, c'est que la Fondation a un programme qui s'appelle Famille choisie. Et qui aborde la question de la proche aidance dans les communautés LGBTQ+. Pourquoi famille choisie? C'est un peu en opposition à la proche aidance avec la famille biologique. Parce qu'on sait que nos générations plus aînées, plusieurs personnes ont connu le rejet de leur famille biologique. Donc, elles se sont reconstituées un réseau d'amis qui est devenu à la longue un réseau d'entraide en vieillissant, d'où la famille choisie. Puis je dirais, pour briser l'isolement, c'est sûr que la participation sociale et des activités est importante. Inclure les personnes aînées LGBTQ+, dans les activités, c'est très important. Mais aussi reconnaître le plus possible la famille choisie, son importance et son rôle, lui donner de l'espace, puis éliminer les éléments de discrimination qui feraient que les proches aidants, amis, mais de la communauté LGBT, ne soient pas mis tassés sur le côté parce que c'est pas de la famille biologique, là. Bon, on est diffusé le 9 février, c'est dans quelques jours, donc, qu'aura lieu ce symposium. J'imagine qu'il y aura peut-être encore de la place. Est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est gratuit, ça, je sais ça? Oui, absolument. Donc, c'est très accessible, c'est offert gratuitement. C'est à la Bibliothèque nationale du Québec le 11 février. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Si jamais on bloque les inscriptions, parce qu'il y a quand même une capacité dans la salle, tentez quand même de nous écrire ou de nous appeler. On va voir s'il y a des désistements, puis qu'on puisse rentrer d'autres personnes dans la salle. Mais les inscriptions, c'est à 8h30, mais on souhaite commencer à 9h pour terminer autour de 16h. Donc, c'est Métro Berry-UQAM. Puis, si vous avez des questions sur l'accessibilité, la mobilité, là, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. On est là pour vous. C'est très important tout ça. Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Denis Martin. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé. Bonjour, Gengis Grenier. Bonjour Denis Martin, ça va bien? Ça va très bien, toi?
Super bien, merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de la solitude chez les personnes qu'on dit ARSA, donc des hommes qui ont des rapports affectifs ou sexuels avec d'autres Avec hommes. d'autres hommes, soit des hommes gays finalement, là, Ouais. les hommes de notre communauté finalement. C'est un sujet de discussion qui est très chaud si tu faisais le test de renvoyer des mots-clés sur Google, on a plus de 20 pages de sujets, de thèmes, articles, forums de discussion sur Reddit. C'est pas seulement un sentiment, la solitude chez les 40 ans et plus de notre communauté, c'est également un enjeu de santé publique. Mm-hmm. On associe encore beaucoup la communauté gay à la fête, à un réseau social dense, à la sexualité, mais passé 40 ans, plusieurs d'entre nous, on se reconnaît plus à ça. Passé 40 ans, moi j'avais déjà écrit dans un roman que passé 30 ans, on commence à une personne âgée, imagine à 40 ans, dans la communauté gay. Moi, j'y vais avec les statistiques Oui. des articles que j'ai retrouvés. C'est un sentiment que beaucoup ressentent justement parce que ils n'ont plus nécessairement envie d'aller dans des discothèques à tous les week-ends. Etc. Fait que les besoins individuels vont changer. Passé 40 ans, les priorités vont changer, puis ça l'isole beaucoup de gens de notre communauté. Ce sentiment-là est largement partagé. On parle d'une génération marquée par des ruptures, le rejet familial, l'accord prolongé. L'épidémie du VIH-Sida chez les 40 ans et plus, ça l'a affecté quand même plusieurs personnes. Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui ont perdu des collègues de travail, des amis, voire même des membres de leur famille, puis ça l'a beaucoup fragilisé les réseaux sociaux. Puis, on a de la difficulté à en parler et à demander de l'aide. Ben là, on parle on est des gars, hein? C'est souvent ça le problème. C'est souvent ça le problème. C'est le fait on est gêné d'en parler. C'est comme une espèce de gêne, de honte. On n'est pas du tout à l'aise. C'est ce qui ressort beaucoup là, dans les témoignages, dans les podcasts, dans les articles. Le Huffington Post a publié un long article sur le sujet. Puis même dans notre communauté, chez les 40 ans et plus, on parle de 3 fois plus de solitude que ce que les hétérosexuels puissent rapporter. Parce que Pour un peu... les mêmes raisons qu'on disait tout tantôt, le fait que nos relations sont parfois plus difficiles, on est souvent seul, la fête. Une génération qui est marquée justement par le rejet familial, les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus fragilisés, on est moins porté à être en couple stable, à avoir des enfants. Fait que passé un certain âge, si on reste plus dans la communauté à faire la fête à tous les week-ends, ben ces amis-là, on les perd. Mm-hmm. Tout à fait. Il y a aussi dans l'agisme de notre communauté où on a l'impression... Je sais pas de quoi tu parles. Où qu'on a l'impression d'être une personne âgée dès l'âge de 31 ans. Imagine à 65 ans bientôt ce que ça va donner. Je vais apporter une statistique, ça va te Mais décourager ou m'aider? ça secoue un petit peu. Oui. Il y a des choses un peu plus sombres dans ce que je vais apporter, puis je vais essayer aussi d'apporter une piste d'espoir également. On rapporte aussi que dans certains milieux, dans plusieurs communautés LGBT dans les pays occidentaux, la pression est si immense sur le corps, l'apparition d'avoir l'air jeune, la performance, le culte du corps, l'orthorexie. À 40-45 ans, si on ne double ou si on ne triple pas d'efforts pour l'apparence physique, il y a une impression pratiquement automatique d'invisibilité chez les 40 ans et plus au sein de notre communauté. Fait que les gens ont vraiment l'impression et rapportent une diminution des invitations, une diminution du désir perçu. Les gens ont moins l'impression qu'ils sont regardés, qu'ils sont appréciés, qu'ils sont sollicités, qu'ils sont interpellés. Ils ont vraiment l'impression d'être invisibles dans les endroits publics, puis dans la place sociale. La solitude relationnelle, je le disais tantôt, le fait qu'on est un peu moins en couple stable, qu'on a moins d'enfants, qu'on a des réseaux familiaux qui sont moins solides que la génération en dessous de nous, où ce que souvent les jeunes de 20 à 30 ans ont bénéficié de l'apport, du support de leurs parents, support de la fratrie, support de la parenté. Nous, c'est un peu moins présent chez les 40 ans et plus.
on se cachera pas, Denis Martin, les amitiés sont souvent liées à la sexualité, à la fête, aux drogues. Puis quand que quelqu'un de la communauté veut s'affranchir de ça, quitter les drogues, quitter la fête, quitter l'alcool, ben ça vient avec une perte d'un réseau social. On n'a pas nécessairement des espaces adaptés. Quand on veut voir des amis dans la communauté, Denis Martin, on va où? Il y a des clubs. Des clubs, les bars, les restaurants, les saunas, Les restaurants, les saunas. On n'a pas une montagne de ski à notre nom. On n'a pas de club de golf à notre nom. Mais on peut y aller, mais c'est sûr. Non, mais tu comprends, il manque un petit peu d'espace. Ouais, on peut y aller, mais c'est certainement pas toujours un endroit toujours bienveillant, c'est ça. Exact. Donc, souvent, les amitiés qu'on s'est créées dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est pas des amitiés qui sont solides. C'est des amitiés qui vont s'effriter passer 40 ans si on se retire de l'espace des clubs et etc. Donc, sur un point de vue, je tiens à dire qu'il y a des gens qui sont très bien seuls, qui se rapportent à être bien seuls. Ça leur fait du bien de passer d'un réseau social dense à un réseau social plus tranquille, passer 40 ans. Être seul, c'est une situation qui est vraiment objective. C'est un état de fait. Se sentir seul, ça, c'est une souffrance émotionnelle. Dans cette souffrance-là, l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, imagine-toi, a émis un rapport en 2025 qui soulignait les chiffres de 2021. Le problème, j'ai l'impression qu'il s'accentue avec le vieillissement. Tu sais, toi, tu as quel âge, Denis Martin, déjà? Je vais avoir 65 ans cette année. T'es un combattant warrior, Denis Martin, je te le dis. Chez les 65 ans et plus au Québec, un suicide sur 4 réussi appartient au groupe des 65 ans et plus. Fait que le problème de solitude, cet enjeu de santé publique-là, est vraiment un problème, puis j'ai l'impression que le problème s'exacerbe Oui. avec le temps. Parce que quand on lit les témoignages, quand les personnes de 65 ans et plus rentrent dans mon bureau, se confient, c'est un problème qui est tangible. Les larmes sont souvent au rendez-vous, le grelottement dans la voix. J'ai déjà un patient qui est rentré dans mon bureau puis me dit « Gengis, t'es la seule personne à qui j'ai parlé cette semaine. » Fait tu sais, quelqu'un qui maintient un silence, qui ne met pas à l'effort ses cordes vocales pendant 7 jours, puis la première personne à qui tu parles, c'est un professionnel de la santé, ça laisse témoigner un peu de cette solitude-là. Je ne vais pas faire sauter du coq à l'âne, mais il y a quand même des conséquences à ça pour la santé des gens? Absolument. Les impacts sur la santé sont non négligeables. Là. Tu sais, ça augmente des consultations pour la dépression, l'anxiété. Puis, ce sentiment de vide-là ou d'inutilité, ça a un impact quand même majeur sur la santé mentale. Tu sais, les hommes consultent moins, puis beaucoup trop tard. Puis les statistiques sur le suicide, tu sais, au Québec, on est quand même fort, là. Les gens se suicident ici, on connaît tous des gens qui se sont suicidés puis qui ont bien réussi leur suicide. Ou voire même des tentatives manquées qui peuvent laisser des séquelles quand même physiques assez graves. C'est un enjeu qui est important. Je vais arriver avec des pistes de solutions quand même. Oui. Ça peut avoir aussi un impact sur la santé physique. Quelqu'un qui souffre de solitude chronique, on peut quand même associer ça à un trouble du sommeil, de la fatigue, des problèmes cardiovasculaires, puis moins d'adhérence aux soins médicaux. Quelqu'un qui se sent inutile, invisible, puis plus important, quelqu'un qui ne sent plus l'importance d'exister, n'adhère plus, va se laisser aller. Il ne prendra pas les médicaments. Entre autres, les gens qui ont le VIH, ça peut être... Exactement. Il y a un léger comportement d'autodestruction qui peut se laisser installer. Tu sais. Puis, le mode compensatoire traditionnel de Denis Martin, quand quelqu'un veut combattre cette solitude-là, il faut faire attention parce qu'on voit dans les forums, dans les podcasts, dans les témoignages, il y a une sexualité compulsive qui peut s'installer, consommation bien évidemment excessive d'alcool, substances de drogue dure, puis l'utilisation des applications de rencontres pour combler un besoin affectif qui n'est pas seulement toujours sexuel. Ces applications-là, on en avait parlé à notre dernière chronique. C'est sûr que ça peut amener un accès rapide à des contacts, mais peu de connexion émotionnelle durable pour notre génération.
Le rejet, les gens rapportent qu'ils sont souvent rejetés par les plus jeunes, tout ça, où il y a le blocage facile. Ça fait ça fait un sentiment de comblement qui n'arrive jamais à point parce que plus on est connecté, plus on peut se sentir seul. Des pistes de solutions, est-ce qu'on est rendu là? Oui, on est Parce rendu... que ça sent le fun d'avoir un petit peu d'espoir. Dans les pistes de solutions, dans ce que j'ai lu beaucoup dans les blogs, puis une que j'ai essayé moi-même, c'est redéfinir, dans le fond, les amitiés profondes, ce qu'on appelle les familles, les amitiés familiales. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit couper toutes nos amitiés. Souvent, dans les raisons pour lesquelles les gens se sentent seuls, c'est après une rupture amoureuse qui a duré 10-15 ans. Ils se sont rendus compte dans ce couple-là qu'ils ont coupé toutes leurs amitiés, puis ils reviennent sur le marché du célibat. Plus aucun ami à 55 ans. C'est un peu rough. Le mentorat intergénérationnel, on est un exemple, toi et moi, Denis Martin. Ah oui, comment ça? Oui, je suis arrivé dans les rues de Montréal très jeune avec des idées pour protéger les droits LGBT des mineurs en milieu scolaire. Tu m'as épaulé, tu m'as appuyé. Pourtant, on a une différence d'âge, puis après une vingtaine d'années, on est toujours amis, on est toujours ensemble. C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Ben oui, on se connaît depuis longtemps, oui, toi et moi, oui. Tu m'as offert un mentorat intergénérationnel. On a toujours été là l'un pour l'autre. Puis, on a une amitié qui dégage de ça, Denis Martin. C'est un bel Je pense que ça paraît en ondes aussi. Oui. L'engagement communautaire, il n'y a rien qui nous empêche d'aller faire du bénévolat. Moi, j'ai été essayer pour ma part, pour le vivre un petit peu, l'activité sportive de badminton avec les G bleus. Moi, j'ai été surpris par toute la microculture du monde d'avant qui existait, tu sais, parce que quand on joue au badminton, on n'a pas nos cellulaires dans les mains. Puis, tous leurs petits règlements pour demander la parole, pour remercier un joueur avec qui tu as joué, moi, ça me fait franchement du bien de décrocher de mon cellulaire puis de me rattacher à un esprit d'équipe. Le bénévolat LGBT, groupe de discussion, de soutien, ça peut toujours être bon. Puis le fait d'en parler, le fait qu'on en parle, moi puis toi, il y a des gens qui vont se ressentir là-dedans. Là. Tout à fait, les gens vont se reconnaître. On va devoir s'arrêter ici. Si vous avez besoin d'aide à partir de ce qu'on a entendu tout à l'heure, si vous avez besoin d'aide parce que vous êtes seul, il y a quand même une ligne d'aide qui s'appelle Interligne 1-888-505-1010. 1-888-505-1010. Vous pouvez contacter par des appels ou textos. Vous pouvez aussi aller sur le site web pour faire du clavardage, parler à quelqu'un qui s'appelle donc Interligne, en un seul mot en minuscule, interligne.co. Si vous avez des pensées suicidaires, vous pouvez contacter de partout au Canada le numéro 988. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, de contacter ces organismes. Nous avons deux chroniques qui s'en viennent. Donc, la chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. On va parler de l'IVAC, un programme d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels dans une optique queer. Puis, on va parler de voyage aux États-Unis ou là où les États-Unis sévissent. Pas facile. C'est un peu dangereux pour les membres de nos communautés. On en parle après la pause. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité, mieux comprendre notre monde. Et en toute fluidité, ça veut dire qu'on va rejoindre notre travailleuse sociale. J'aime ça dire en résidence, pas vrai, là, mais c'est pas grave. On dit que c'est notre travailleuse sociale à nous. Elle habite dans une résidence. Ben ça oui. fait du sens. Marie-Claude Joannis. Salut Marie-Claude. Bonjour. Allez, on va parler aujourd'hui de... On est dans les sujets sérieux, mais c'est sérieux. On va parler de l'IVAC, et de cette indemnisation donc pour les victimes d'actes criminels, mais on va en parler dans une optique queer. Alors d'abord, allons-y, c'est quoi l'IVAC? Bien, l'IVAC, là, c'est un organisme québécois, c'est bon à savoir, qui donne des aides financières donc aux victimes d'actes criminels, mais pas seulement aux victimes, aux gens aussi qui sont victimes de façon indirecte.
OK. C'est une ressource formidable, là, qui s'est beaucoup. Il y a une nouvelle loi qui est passée en 2021, ça s'est beaucoup simplifié. Donc, moi, je trouve ça dommage que les gens ne soient pas au courant que ça existe. Donc, je tenais à parler de ça aujourd'hui. Bonne idée. Alors, tu as dit que victime d'acte criminel, direct ou indirect, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, en fait, c'est que ça dépend si on est la victime. Par exemple, si on est victime de violence conjugale ou d'un meurtre. Là, si on a d'une tentative de meurtre, alors on est la victime directe, mais on peut avoir été témoin. Hmm? On peut être l'enfant de la personne, mettons, dans un cas de violence conjugale, on peut être l'enfant de la victime, même si on n'a pas été proprement victime ou même si on n'était pas directement sur les lieux, ça va nécessairement nous affecter, là. Alors, c'est quoi les motifs là, d'une demande de soutien de l'IVAC? Bon, alors il y en a plusieurs, hein. C'est toutes les infractions criminelles contre la personne qui sont prévues dans le code criminel. OK? Donc, on parle de crimes là, qui portent atteinte à l'intégrité physique et ou psychologique d'une personne. Donc, par exemple, les agressions à caractère sexuel. On sait qu'au Québec, là, c'est une personne assignée femme sur trois qui est victime d'agression sexuelle et une personne assignée homme sur trois. Et là, sur six, pardon. Ouais. Une femme sur trois, un homme sur trois, Mhm. sur six. Ouais. Et on sait que les gens de la communauté LGBTQIA+, sont surreprésentés en termes d'agression à caractère sexuel. Donc, ça touche énormément de gens. Violence conjugale, voies de fait, hold-up, tentative de meurtre. Bon, il y en a plusieurs, là. Mm. Puis il y a Et d'autres. ce qui est important, hyper important, c'est Oui. qu'on n'a pas besoin d'avoir porté plainte à la police ni d'avoir entamé des poursuites judiciaires. Alors souvent, les gens pensent que, ils me disent, ouais, mais moi, j'ai jamais porté plainte. Pas grave, pas grave. Donc, ça t'est arrivé, tu as seulement besoin de l'énoncer, de le dire. Ils n'ont pas besoin de preuves. Wow, ça, c'est quand même généreux et c'est Oui. surtout, ça aide des gens qui sont peut-être pas encore prêts à aller à la police. Oui, puis on le Parlons. sait, hein, c'est un choix personnel. On n'est Mhm. jamais obligé de porter plainte. Donc, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des séquelles pour autant là, de l'événement vécu. Tout à fait. Alors, conditions d'admissibilité, c'est quoi? Bon, alors, il faut que l'infraction criminelle ait été commise au Québec entre 1972 et octobre 2021, parce qu'après 2021, il y a des petits changements, Oui. mais il y a plusieurs exceptions. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Comme j'ai dit tantôt, une infraction criminelle qui est prévue au Code criminel et qui touche à l'intégrité physique ou psychologique. Donc, les infractions contre les biens, là, comme la fraude, c'est pas compris. OK? D'accord. Il y a d'autres instances pour ça. Et donc, on a un délai de 3 ans. OK, pour faire une demande. Mais là, attention, c'est pas 3 ans depuis qu'on a vécu, par exemple, de l'inceste. C'est 3 ans après qu'on ait pris connaissance du préjudice, en fait, de ce que le préjudice nous faisait. OK? OK. Donc, par exemple, si une personne a vécu de l'inceste, puis que son post-trauma est déclenché, par exemple, on a vu là, dans hashtag moi aussi, dans ce courant-là, qu'il y a beaucoup de gens là, que ça l'a déclenché leur post-trauma parce que ça peut être dormant pendant un certain temps. Donc, à ce moment-là, ou parce que la personne a vécu une autre situation, mais à ce moment-là, la prise de conscience ou les symptômes qui ont été accrus sont à partir de, si c'était un an avant, bien, ça compte, là, ça fonctionne. OK? OK. Et là, qu'est-ce qui se passe depuis Euh, le 13 octobre 2021? ouais. Donc, c'est ça que je disais, là, il y a eu un changement à la loi. Fait qu'à ce moment-là, il y a des exceptions, c'est 2 ans, le délai de carence, mais il y a plusieurs exceptions. Donc, je ne veux pas que les gens s'arrêtent à ça là, OK. pour aujourd'hui. Là. De toute façon, c'est complexe pour rien. Puis comme il y a tellement de petites lignes, de petites lignes floues là, que les gens du CAVAC connaissent bien, là, je vais en parler tout à l'heure. On peut se faire aider là, pour faire des demandes. Donc, il y a vraiment des gens qui sont spécialisés, qui font ça tous les jours, là, qui peuvent nous venir en aide, même s'il y a un formulaire en ligne là, qu'on peut remplir là, par soi-même aussi. Bon, tu as parlé du CAVAC. Ouais, donc le CAVAC, c'est le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Eux, ils travaillent évidemment énormément avec l'IVAC et c'est souvent situé là, dans les palais de justice ou très près des palais de justice parce que eux autres, ils accompagnent aussi les gens dans les procès, mais pas que. Donc, eux, là, c'est leur tasse de thé faire des demandes là, à l'IVAC. Donc, ils connaissent toutes les petites subtilités, comme par exemple, ils demandent une date. OK? Fait que dans le cas d'inceste ou de violence conjugale, des fois, c'est difficile d'établir une date. Bien, ils vont nous aider à le faire. Ils ont des trucs, tout ça. Quoi dire, quoi pas
quoi pas dire, comment le dire, etc. C'est un formulaire qui n'est pas extrêmement intrusif, là, parce que des fois, ça fait peur de dire, ouf, moi, j'ai pas envie de tout revivre dans les détails. On n'est pas dans un procès, là. On est vraiment, dans le fond, de relater en gros c'est quoi qui est arrivé, puis c'est quoi nos séquelles, là. J'imagine que toi, comme travailleuse sociale, tu as déjà eu à aider des gens à remplir ce genre Énormément. Oui, Énormément. moi j'ai énormément de gens qui sont sur l'indemnisation des victimes sur l'IVAC et c'est un programme qui est très généreux, qui n'est pas compliqué en ce moment. Donc c'est vraiment là, il faut en profiter parce que et c'est confidentiel, hein. Les gens ne savent pas là, que vous avez vous recevez des prestations. Donc, et ça donne vraiment là, beaucoup d'indemnisation pour plein de choses différentes. Donc, par exemple, si vous êtes incapable de travailler, donc il y a un salaire qui est versé et le taux est très élevé, là. Hmm. C'est plus que ce que c'est beaucoup plus que le chômage, puis c'est souvent plus que les assurances salaires de vos emplois. Et ça peut être combiné à un congé maladie de chômage maladie. Donc, ouais. Donc, puis vous pouvez travailler à temps partiel, c'est vraiment selon votre capacité, puis ça peut être à temps plein. Puis ils ne sont pas toujours en train de courir après vous pour des biens médicaux. Une fois que c'est accepté, ça va très, très bien. Ah, quand même, Il y a aussi des sommes forfaitaires qui sont données pour les séquelles permanentes. Donc, des gens qui vont vivre avec des post-traumas. Des fois aussi, il peut y avoir des séquelles physiques, hein, parce que quand on a eu une agression, on peut garder des séquelles permanentes physiques. Il y a des sommes forfaitaires en cas de décès. Donc, parce que comme je vous ai dit tantôt, ça peut être les proches aussi, puis les témoins. Donc, s'il y a eu un décès, il y a des sommes. Il y a tous les frais aussi d'assistance médicale, ambulance, certains soins qui ont dû être donnés. Toute la réadaptation physique. Donc, hein, parce qu'on a été blessé, ben, ou par exemple, en cas on peut voir un physio, un acupuncteur, ergothérapeute spécialisé pour adapter notre milieu parce qu'on a des séquelles. Ça va tout être remboursé par l'IVAC. En fait, c'est payé directement par l'IVAC. C'est encore plus simple. wow. On n'a même pas besoin d'amener les factures, de s'endetter nous-mêmes pour payer puis que ça soit repayé par la suite. Aussi, il y a la réhabilitation psychologique. Alors, on sait comment ça coûte un psychologue, hein? Oui, d'abord d'en trouver un, puis souvent, ben, c'est au privé. Puis écoute, je pense que ça tourne autour hein, entre 100, 150, voire même 200 $ de la session. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, psychologue qui est payé, il paye 95 de la séance, c'est quand même énorme. Oui. Vous pouvez voir travail social, vous pouvez voir au privé différents professionnels, sexologues également. Tout ce qui est réinsertion sociale, si on dit, ben moi, je suis plus capable de travailler, mettons qu'on a vécu un hold-up, qu'on travaille dans une caisse, ben on n'est plus capable, ben on peut voir un orienteur. Mhm. On peut aussi bénéficier d'un retour progressif, que notre milieu soit adapté. Donc, c'est vraiment très vaste. Et très vaste, très généreux. Et ça peut durer là, quand même longtemps. Là, par exemple, le salaire, l'aide financière là, pour compenser un salaire, c'est jusqu'à 3 ans. 3 ans. Et ça peut être cumulatif. Mhm. Donc, c'est quand même là. Il faut que souvent les gens ne savent pas que ça existe. Alors, c'est bien que tu en parles, mais souvent, quand vous faites affaire, si vous vous retrouvez devant un tribunal, hein, on va vous le dire que vous pouvez avoir de l'aide de... Bien, normalement aussi, quand vous déposez, quand vous arrivez à la police pour déposer plainte, ils ont des formulaires, sont supposés vous les donner. Sauf que, comme je te disais, il y a beaucoup de gens qui vont avoir vécu de la violence conjugale, de l'inceste, des agressions à caractère sexuel, harcèlement psychologique. Bon, ça va peut-être plus tomber avec la CNSST souvent quand c'est dans les milieux de travail. Mais donc, des gens qui vont avoir vécu des choses pénibles, qui n'auront jamais porté plainte, qui ne sont jamais allés aux policiers et qui pourtant vont pouvoir avoir accès. Et là, évidemment, ça inclut toute la violence homophobe, transphobe, les agressions, les voies de fait, etc. Donc, ce qui touche nos communautés, malheureusement. Donc, ça peut fonctionner. Puis, comme je disais tantôt, c'est pas seulement hein, pour la personne qui est directement victime. Alors, moi, si c'est mon enfant qui a été victime, je peux faire une demande. Ben, c'est ça. Si c'est mon conjoint, ma conjointe, qui peut je peux faire la faire une demande, demande. c'est ça. C'est pas nécessairement la victime, ça peut être le parent. Donc, ça peut être plusieurs autres. Exact. Oui.
Par exemple, moi, mon conjoint s'est fait battre à mort, ben c'est sûr, je vais avoir des séquelles. Hein? Donc, là, je vais pouvoir avoir des indemnisations. La personne à charge, les témoins, comme je disais tantôt, ça peut être extrêmement traumatisant d'être témoin de certains actes criminels. Toute personne proche, on n'a pas besoin d'être conjoint de fait, on n'a pas besoin, ça peut être l'ami, ça dépend là, de ce à quoi vous avez été exposé. Et là c'est important, les intervenants et les intervenantes qui ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou psychique en tentant de prévenir une infraction criminelle. OK? On le sait, moi, comme travailleuse sociale, j'ai eu à intervenir dans des situations de violence conjugale. Les conjoints sont habituellement pas très contents. Donc, on est formé pour se protéger, mais on n'est pas à l'abri de vivre quelque chose, de vivre une agression. Des fois, on va assister à des choses qui sont vraiment terribles aussi. Hein, les policiers, entre autres, là, ils trouvent les morts quand il y a des homicides, quand il y a toutes sortes de situations qui sont pas faciles. Donc, on le sait, hein, on appelle ça des traumas vicariants ou des expositions aux traumas. Ben, ça peut aussi laisser des séquelles. Donc, ça aussi, et même les proches des intervenants aussi. OK? Donc, qui peuvent avoir vécu des répercussions de ça également. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a autant d'aide qu'on peut obtenir, puis parfois, on ne le sait pas, là, on le sait. Faire une demande, c'est difficile? Non, c'est ça que je disais tantôt. Ça s'est beaucoup simplifié. Donc, vous pouvez faire une demande en ligne. En fait, vous pouvez aller voir. Le formulaire est là en ligne là, sur le site de l'IVAC. Très facile à trouver. Et sur le site, vous allez voir un peu les questions. Moi, je recommande quand même fortement de vous faire aider par les CAVAC, comme j'ai dit tantôt, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Et il y a aussi les CALAX. Centre d'aide et de lutte pour les agressions à caractère sexuel. Donc, ça, c'est vraiment les organismes là, qui sont spécialisés pour les agressions à caractère sexuel. Eux aussi sont habitués. On sait que, tu sais, des fois, ça peut être touché, on n'a pas trop envie d'en parler, on n'a pas envie d'aller là. Donc, eux sont vraiment habilités à vous accueillir aussi parce que des fois, quand on va faire ces formulaires-là, ben, ça peut occasionner un stress, ça peut occasionner de la reviviscence. Donc, se rappeler les événements traumatisants, les ressentir, peut-être faire un peu plus de cauchemars la nuit après. Donc, déjà, quand vous déposez votre demande au CALAX, vous avez le soutien d'un intervenant qualifié, qui ne fait pas juste remplir le formulaire, mais qui vous accueille dans la détresse que ça peut Habituellement, occasionner. ce sont Là. des gens qui sont ouverts à la diversité sexuelle et de genre. On n'a pas trop à Oui. avoir peur dans ces organismes-là. Non, tout à fait. Ce sont des organismes qui sont formés, qui sont en très grande majorité, là, qui ont des formations directes, mais sinon, ça fait effectivement grandement partie des valeurs de ces organismes-là, là, l'ouverture à la diversité sexuelle et de genre. Et ils sont conscients aussi des agressions qui sont fondées sur le genre ou l'identité sexuelle. Wow. Donc, ça, c'est ça, c'est très important hein, parce Très important. qu'on ne veut Et on va pas devoir... vivre une autre agression de se oui. sentir avec les... Quand on fait une plainte, et de c'est ça, une ouais. des raisons hein, pourquoi souvent les gens de la diversité sexuelle et de genre ne portent pas plainte auprès des policiers parce qu'ils ont peur de la réaction, de l'ostracisation, de ne pas être pris au sérieux. On sait que pendant longtemps, la violence conjugale entre témoins, entre conjoints de même sexe, hein, les gens n'osaient pas aller voir les policiers. Oui. Ben, on va devoir Ça se peut pas. Ouais, Ça se on peut va pas devoir deux s'arrêter hommes. sur cette note-là, mais c'est quand même important de le savoir. Merci beaucoup, donc, Marie-Claude Joannis. Et puis tout ça pour vous dire que les demandes d'indemnisation au CAVAC, pour CAVAC à l'IVAC, à l'indemnisation des victimes d'actes criminels, c'est ouvert à tout le monde et c'est facile de le faire. Merci beaucoup. Grand plaisir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. À voile et à vapeur, parlons voyage. Oui, on va parler de voyage. Les États-Unis ont longtemps été la destination de prédilection des voyageurs-voyageuses queer du Québec. Pourtant, en 2026, l'image de la terre de liberté se fissure sous le poids des lois restrictives visant spécifiquement les personnes trans et la communauté de LGBTQIA+. Pour nous aider à y voir plus clair et à voyager l'esprit tranquille, nous recevons notre chroniqueur Pascal Chalmel, qui est de LGBT Voyage. En fait, il est le propriétaire de cette agence de voyage. Salut Pascal!
Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ben ça va bien. Ben là, je ne sais pas si ça va aller bien en voyage. On entend des termes graves comme état d'urgence ou même avertissement de génocide. On en a parlé la semaine dernière ici à l'émission. Pour certains États, est-ce qu'on doit mettre en fait, pour certains, est-ce qu'on doit mettre les États-Unis sur notre itinéraire de voyage cette année? Ben écoute, je te dirais que moi, au bureau, j'ai pas beaucoup de demandes. Écoute, je sais pas si c'est un facteur, si ça a été quelque chose qui a été, qui justement, mais j'ai vraiment pas beaucoup de demandes au niveau des États-Unis. Je te dirais, ben franchement, c'est la première année où justement, on a très peu de demandes, même des départs ou des clients qui décident de pas aller faire de croisière, par exemple, comme on le sait au départ des États-Unis. Oui, il faut être vigilant. Tu sais, moi, je conseille toujours aux gens qui veulent y aller de quand même s'assurer de bien vérifier sur les sites des gouvernementaux. On voit beaucoup de choses passer, hein. Dans le domaine du voyage en ce moment, j'ai l'impression qu'on vit une espèce de petite pandémie là, entre toutes les annonces qui sont faites à droite, à gauche, là, puis que, mais ce que je conseille, moi, au bureau, bien sûr, c'est que je dis toujours aux clients, ben, c'est bien important de vérifier où tu vas, puis de vérifier avec dans l'état où tu vas, puis de faire attention. Moi, je te dirais que j'ai pas eu beaucoup de clients qui ont été aux États-Unis cette année. J'ai quelques départs de croisière, mais les gens restent pas très longtemps. Ils restent une nuit puis ils repartent. Donc, mais oui, faut être prudent avec tout ce qu'on entend. Bon, c'est sûr qu'il faut en prendre et en laisser. Je regarde un petit peu dans mon domaine. Moi, j'ai des collègues qui vont voyager, qui ont jamais autant voyagé aux États-Unis en ce moment, qui promotionnent ça. Moi, c'est pas tellement mon bag en ce moment de promotionner les États-Unis, là. C'est pas, je fais pas des circuits, des tours pour aller visiter New York, imaginons, ou je promotionne pas tellement de produits sur les États-Unis. C'était pas tellement déjà un marché que j'avais, puis encore moins maintenant, On a pour des moins le raisons goût d'envoyer du monde personnelles. là-bas dépenser de l'argent quand on sait ce qui se passe. Oui, exactement. Puis d'un autre côté, ben, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on voit par rapport à la communauté, moi, ça m'éveille un petit peu de frustration parce que je trouve ça, que ce soit pour les trans ou quoi que ce soit, c'est quand même, même les passeports, là, tous ces changements-là, qui sont durs à suivre en même temps parce que d'un autre côté, on entend des choses et d'un autre côté, on entend tout le contraire. C'est sûr que je dis toujours aux clients de bien vérifier, de faire attention. Et puis, comme un peu partout, hein, comme un peu partout, il faut toujours être prudent. Hein, tu sais, tu peux très bien aller en France ou aller en Italie puis avoir des problèmes avec des problèmes homophobes ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que les États-Unis présentement, euh, moi, j'aurais aimé ça passer l'hiver en Floride, imaginons, là, comme beaucoup de monde. Mais Ouais. cette année, je m'abstiendrai et puis je vais m'abstenir encore pendant un bon 3 ans, là. C'est quand même grave, là, parce qu'on parle des États-Unis. C'était quand même un endroit qu'on trouvait très sécuritaire. Il y a des avertissements qui sont même du gouvernement canadien de faire attention, de se méfier. Et je pense que d'abord et avant tout, il faut dire que c'est plus le bloc monolithique, hein. On va aux États-Unis, il y a des endroits qui sont moins bons que d'autres. Par exemple, la Floride, le Texas, le Tennessee. Alors, quand on est queer, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans ces États-là. Ben, je dirais que oui, tu sais, faut être prudent et puis bien vérifier, puis de se dire est-ce que ça vaut la peine que je m'y rende présentement avec tout ce qu'on entend? Est-ce que ça vaut la peine vraiment ou je peux m'en aller ailleurs et puis faire une autre destination ou peut-être même dans un autre État? Moi, je dirais que comme je viens de dire, tu sais, les États-Unis, en ce moment, ils sont en train de se faire une mauvaise presse. Ils se font une mauvaise presse. Et on le voit hein, dans le recul au niveau économique, au niveau des tours, au niveau des vols qui ont été annulés par les États-Unis. C'est flagrant que les gens ont peur hein, de se rendre là. Et encore plus, j'imagine, dans la communauté. Alors, Et si moindrement qu'on a la peau foncée, c'est un problème, hein. On voit ce qui se passe avec les attaques, les attentats commis par cette brigade là, qui s'appelle ICE. Ice, Je ne ouais. sais pas, ça donne pas le goût d'aller voyager là-bas, hein. Non, justement, ça donne pas le goût. Tout ce qui nous reflétait avant, les États-Unis étaient un pays, justement, un pays d'accueil, un pays qui était le fun. Moi, j'ai passé des hivers en Floride, j'ai souvent voyagé aux États-Unis, tout ça. Aujourd'hui, je te dirais que moi personnellement, j'irais pas aux États-Unis présentement. Mais d'un autre côté, il y a deux sons de cloche. Il y a il y a moi, je connais des collègues, comme j'ai dit au début, qui voyagent, qui vont aux États-Unis, qui encouragent Disney World, qui ont tout à fait une autre vision de ça.
Moi, pour ma part, peut-être parce que je fais partie de la communauté LGBT, puis ça me revient, ça me touche plus peut-être parce que justement, j'ai des craintes face à tout ce qu'on entend que Trump fait par rapport aux lois, aux choses établies, au passeport ou des choses comme ça. Tandis que, comme je dis, quand des collègues qui sont dans des agences qui sont tenues, qui ont majoritairement une clientèle hétérosexuelle, je les vois là sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, tout ça, faire de la promotion pour les Walt Disney ou les ceci ou les cela, tu sais. Donc, Parlons, c'est tout. oui, parlons parce qu'il y a quand même, il faut se rendre aux États-Unis. Puis une des choses qui est à craindre, c'est le passage à l'immigration et aux douanes, parce que les agents frontaliers ont beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Et Ouais. quand une personne dont l'expression de genre ne matche pas, permettez-moi l'anglicisme, parfaitement avec ses documents officiels, ça peut devenir problématique. Et d'avoir un passeport avec un X dessus, ça ne passe pas aux États-Unis non plus. Exactement, c'est ça, exactement. Et puis c'est toutes des choses qui étaient établies puis qui tout d'un coup changent. C'est pour ça que moi, quand j'ai la question par rapport à un client qui a fait un changement de sexe ou qui a un passeport avec X, je lui dis, tu sais, j'essaie même de le convaincre de pas y aller ou de pas s'essayer parce que c'est un petit peu comme bon euh, ce qu'on entend par rapport au téléphone, ce qu'on a dit sur nos téléphones, tu sais, ça devient comme Ah oui, c'est pas ils peuvent fouiller dans nos ordinateurs et dans nos téléphones. Oui, c'est vrai. exactement. Donc tu sais, bon, c'est sûr que si t'as rien posté puis que t'as rien à craindre. Il y a des milliers de personnes qui passent les douanes américaines chaque jour, là. Tu sais, faut pas non plus extrapoler, puis bon, faut pas exagérer. Sauf que quelque part, quand tu as des conditions où tu sais que tu peux avoir des problèmes, je dis toujours. Puis tu sais, on parle des États-Unis, mais là, avec Trump qui fait des menaces à travers plein de pays, on parle de Cuba même en ce moment. Tu sais, de certains, tu sais que il y a eu une peur par rapport à Cuba. Je dis toujours aux clients, c'est par rapport à ce que toi, tu es capable de gérer par rapport à ton à ton, tu sais, comme, tu sais, on disait, bon, d'aller au Maroc quand tu fais partie de la communauté. Moi, j'y suis allé, j'ai pas senti un réel danger. Mais par contre, si on te pogne ou si tu as quelque chose, ben là, c'est là qu'il va y avoir le trouble. Et maintenant, c'est toujours à chacun de savoir comment on est capable de gérer ça. Tu sais, aller en vacances aux États-Unis, passer les douanes et puis être super stressé 3 jours avant parce que tu sais que tu vas peut-être pouvoir te faire arrêter ou qu'on va te poser des questions et puis que ça va être laborieux. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a d'autres façons, il y a d'autres pays à aller voir. Puis, c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres places pour la communauté. C'est plate de se dire qu'on peut pas aller aux États-Unis. Sauf que, faut être conscient qu'avec une personne comme ça, aux États-Unis présentement, faut s'attendre à ce qu'il y ait et ça peut arriver parce qu'il nous prévient. Tu sais, Ouais. il nous prévient. Alors, l'agent de voyage qui est toi, tu dis quoi, là? C'est quoi les principaux conseils que tu donnes à tes clients, clientes qui veulent aller aux États-Unis avant de Moi, c'est traverser? toujours, Oui. tu sais, mon rôle de conseiller en voyage, moi, c'est pas depuis presque 4 ans, je fais un petit peu, comme je dis dernièrement, on fait un peu j'ai l'impression qu'il aurait fallu que j'ai des formations des formations de politiciens, des formations de virologues, des formations de ceci, des formations de cela. Tu sais, on se retrouve à beaucoup avoir une charge de travail qui, en réalité, moi, dans ma vie, ce que je voulais, c'était juste envoyer les gens avoir du plaisir. Tu sais, aujourd'hui, on les prévient, puis même sur certaines destinations, on fait signer des accusés de réception comme quoi vous êtes bien au courant de telle chose. On est rendu à prévoir. Moi, mon rôle quand le client décide de faire une destination, je dis toujours de quand même s'informer à gouvernement.qc.ca là, pour vérifier ce qui se passe, parce que des alertes rouges, là, ou des alertes jaunes, il y en a dans beaucoup de pays. Tu parles du Mexique, c'est les cartels. Tu parles de Cuba en ce moment, ben, c'est tout ce qui est électricité, perte de ceci, perte de cela. Il y a plein de destinations qui sont en jaune, là, tu sais. Donc, moi, mon rôle, en réalité, c'est de diriger le client et puis de l'avertir qu'il peut y avoir des problématiques. Mais sur la problématique, par exemple, de chacun individuellement, moi, mon rôle, il s'arrête à la visée qu'il faut qu'il vérifie bien ces choses. Après ça, le client, s'il décide d'y aller, c'est son propre choix, là, tu sais. Mais il y a normalement pour moi que de passer par un agent de voyage qui est membre donc de l'association, il y a quand même des avantages au cas où il se passe de quoi. Ben, c'est sûr qu'on est toujours là à l'arrière, tu sais, puis c'est une éternelle roue qui tourne. Moi, j'entends les gens qui m'appellent seulement quand ils ont besoin d'un service d'un agent s'ils sont mal pris, mais en réalité, on devrait toujours avoir ce réflexe-là parce que si tu achètes chez le fournisseur en direct,
t'es pas pris, ne serait-ce que tu n'as même pas le fonds de l'OPC, tu sais. Puis moi, j'en ai géré à travers mes L'OPC, ça, c'est 35 l'Office ans. de protection des consommateurs, c'est ça? Exactement. Oui. Ton fonds de l'OPC, il est géré seulement si tu fais affaire avec une agence de voyage qui détient un permis de l'Office de la protection du consommateur. Mais les gens retournent toujours. Moi, je sais qu'à chaque crise, je reçois des appels de gens qui ont acheté en ligne puis qui me demandent de l'aide. Et malheureusement, ils sont pognés avec leurs problèmes. Par contre, depuis 35 ans, 37 ans, là, je suis à faire ça. Puis j'en ai géré des crises, des ouragans, des tornades, des ceci, des faillites de compagnies aériennes, des virus, des maisons. Là, je pourrais écrire un livre. Mais on a toujours été là. Puis l'agent de voyage, là, quand tu achètes un voyage, là, tu as le même prix en ligne que ton agent de voyage. Donc, le fait de passer d'un agent de voyage, ben, c'est pas de valeur, mais quand tu es dans le trouble, reste avec tes troubles. Maintenant, c'est ce que je dis aux clients. Tu sais, c'est pas plus cher. Moi, je charge pas un frais. Ben, des fois, les agences vont charger pour des billets d'avion sur Paris ou des choses comme ça, vont charger des petits frais. Mais je dis toujours, c'est toujours mieux de te renseigner. Puis on est toujours au fait de nouvelles choses, de communiqués internes qu'on reçoit pour justement, surtout pour la communauté. Moi, je suis abonné à plein de pages, puis je regarde certaines choses, et puis je sais que je vais pouvoir le diriger et le conseiller de pas y aller. Tu sais, ça m'arrive de conseiller de pas aller à une certaine destination. Tu sais. C'est quand même incroyable qu'on en soit rendu là de dire aux gens de faire attention s'ils vont aux États-Unis. On parle quand même, tu sais, du pays qui est le pays de Stonewall. C'est incroyable. C'est triste de dire. Ah, c'est triste, hein? Oui, mais c'est triste. Puis je te dirais que c'est triste dans le monde du voyage. C'est triste qu'on voit présentement. C'est triste de voir que les États-Unis, mais toute cette peur, les gens moi je le ressens beaucoup, là, les gens ont peur même de voyager avec ce qui se passe présentement aux États-Unis. C'est pas seulement les États-Unis, c'est tout ce qui se passe autour de ça. C'est parce qu'ils bombardent partout aussi, hein, c'est ça? Les décisions qu'il peut prendre ou les décisions qu'il peut décider, puis ça affecte beaucoup des gens qui vont mettre leur plan de voyage plus tard. Ça n'affecte pas simplement la destination, les États-Unis. Moi, je le ressens beaucoup dans les ventes ici. Les gens attendent, les gens ont peur, les gens ont des craintes, ils te posent beaucoup plus de questions. Puis que ça soit pour aller voyager ailleurs, parce que si je chicane avec Macron, là, qu'est-ce qu'il va faire en France? Si je chicane avec on ne sait pas. On va devoir arrêter ici, Pascal, puis on va en reparler certainement. Merci beaucoup de ces bons conseils. Ça m'a fait plaisir. Merci. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. Merci à toute l'équipe. Merci à Godéric Trobe, Marie Massé à la recherche. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la prochaine.